Écoutez, les conditions de détention sont extrêmement difficiles, vous l'avez dit. Le stress hydrique, il n'a pas beaucoup d'eau, la nourriture est très peu variée, très peu livrée, peu de produits frais. Professeur Salim Mokadem, bienvenue à The Conversation ou la conversation. Je suis Eleonore Sacarneiro. Bienvenue et merci de m'accueillir à Conversation pour que nous puissions avoir cet entretien. Merci à vous. Alors, comme vous savez, j'ai eu l'honneur d'interviewer le président Mohamed Bazoum il y a quelques mois. Euh, il y a 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois qu'il a été pris en otage par sa garde présidentielle, comme on sait. Il a, pendant l'interview, beaucoup parlé d'éducation, malgré le fait que le journal pour lequel je travaillais voulait parler de toutes les richesses et opportunités d'investissement qu'a le Niger, qui, comme vous savez, sont vastes. Euh, et donc, il m'a semblé non seulement très sage, mais d'avoir une volonté euh, assez importante de changer le destin des Nigériens et du Niger par le développement de l'éducation. Euh, c'est une chose rare, ayant interviewé des centaines d'hommes politiques et non depuis 20 ans, et il m'a semblé au-dessus de la moyenne. Donc, c'est avec grand regret que j'ai suivi ce qui s'est passé. En tant que conseiller en éducation à la présidence, professeur Mokadem, vous êtes extrêmement bien placé pour expliquer pourquoi cette histoire de développement et de l'éducation est si importante pour président Bazoum. Vous savez, le Niger est un pays vaste, 1 290 000 km², une population environ 25 millions d'habitants en progression, avec des taux de fécondité et de natalité très élevés, respectivement de 3,5 et de 7. Une population jeune, plus de 50% de la population a moins de 15 ans, et un fort taux d'illettrisme et d'analphabétisme qui avoisine les 90%. Donc l'éducation, c'est plus qu'une priorité, c'est une urgence. C'est une urgence dans la mesure où, d'une certaine manière, puisque vous parliez de richesse et de la croissance et de l'investissement au Niger, on ne peut pas, si vous voulez développer un pays, sans développer le capital humain. Le capital humain veut dire qu'il faut développer des compétences, des savoirs chez les êtres humains pour qu'ils puissent s'inclure dans les sociétés modernes et postmodernes. Et vous savez qu'au Niger, il n'y a pas encore eu de révolution industrielle, et que ça faisait partie du programme du président Bazoum de faire un grand projet de pôle agro-industriel dans toutes les régions du Niger, avec aussi l'aménagement du barrage de Kandadji qui devait produire de l'irrigation sur le fleuve et donner en même temps de l'électricité et de l'énergie à toute la population de Niamey et aux alentours. L'éducation, elle est au centre du développement. Il n'y a aucun pays au monde qui ne s'est développé sans éducation. Si vous prenez les grands pays, par le niveau économique, hein, les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Angleterre, la France, tous ces pays ont un système éducatif extrêmement développé. Ils sont bien cotés au niveau des évaluations internationales, du style PISA, Pearls, etc. Et on voit bien que le taux d'éducation va de pair avec le taux de croissance et le PIB d'un pays. En l'occurrence, la politique de M. Bazoum, du président Bazoum, était de scolariser prioritairement les zones rurales, de porter une attention tout à fait particulière pour l'éducation des jeunes filles, et donc de sécuriser le territoire, en les mettant dans des internats où elles auraient acquis des compétences mathématiques, français, langues, etc. Les curricula ont été changés, mais aussi où elles auraient développé des compétences de dialogue émotionnel, esthétique, qui auraient permis de changer leur état d'esprit et ainsi de prendre en compte le fait que d'avoir trop d'enfants trop tôt, c'est un dividende démographique qui grève, qui empêche à la fois le développement personnel, le bonheur personnel, et surtout qui empêche que les retombées des matières premières du Niger soient réinvesties dans le bien-être des populations, dans les infrastructures, dans les organismes de santé, dans l'éducation, dans l'industrie, etc. Donc l'éducation, elle est au centre, vous voyez, du développement, je ne dirais pas simplement pour le Niger, mais prioritairement pour le Niger, du fait de sa situation à la fois humaine, économique, géographique et historique. Merci. On va parler de sécurité
rapidement, parce que je me souviens aussi pendant cette interview, euh, il me semblait qu'il donnait autant du budget national envers l'éducation qu'envers la sécurité. Le Niger faisant partie donc des pays du Sahel, les G5 qui luttent contre l'extrémisme djihadiste, euh, c'était aussi un pôle très important. Ceci étant, l'éducation ou l'amélioration de l'éducation dans sa vision allait directement impacter la situation sécuritaire. Oui. Pouvez-vous nous dire par rapport à ça, à sa vision, mais aussi à la situation aujourd'hui comparée à avant cette tentative de coup d'État? Vous avez raison de mettre en rapport la sécurisation du territoire et l'éducation. Rappelons que l'armée du Niger est composée de 50 000 hommes, qu'elle n'en avait que 13 000 auparavant, et donc il a plus que triplé les effectifs, qu'il a développé une stratégie de tactique en utilisant des forces de terrain, avec des recrues qui connaissent bien le terrain. Il a changé radicalement les manières de sécuriser le territoire en achetant des armements plus appropriés, des drones, notamment turcs, et d'autres armements, avec une coopération militaire multisectorielle, avec le renseignement américain, avec la présence française Barkhane, avec l'armement turc, j'en ai parlé, mais aussi avec des instructeurs allemands, italiens et Oui, autres. Donc il y avait un souci énorme, et le Niger était devenu, sous la présidence Bazoum, une enclave de paix, de sécurité, et il y avait, Akhled a renseigné ceci, de moins en moins d'attaques sur les populations civiles et militaires. Dans le bassin du lac Tchad, on avait des retours de réfugiés, hein, des gens qui revenaient dans leur village, aux trois frontières, Mali, Burkina, Bénin. Il y avait une sécurisation et les pays annexes comptaient sur le Niger pour les aider. Donc, cela permettait de développer en parallèle ces programmes de construction d'écoles, d'internats, de routes, parce qu'il y avait des conditions de sécurisation permettant l'investissement économique, rassurant les investisseurs privés, et ainsi d'appliquer une politique de croissance conformément au programme politique du président Bazoum. Il faut rajouter que, d'une certaine façon, cette sécurité, ce renforcement du budget militaire ne s'est pas fait aux dépens du budget de l'éducation nationale. Au contraire, le budget de l'éducation nationale a été multiplié par deux, et il y a eu des recrutements qui ont été faits de personnes compétentes, diplômées. On a recruté un bac plus 3 et non plus un bac. La question des contractuels, elle a été approchée de manière très humaine avec le président Bazoum, c'est-à-dire en regardant au cas par cas quelles étaient les compétences des contractuels pour les titulariser ou non. Les curricula ont été changés. Les livres, les manuels devaient être imprimés au Niger. Il y avait vraiment une politique du livre, une politique d'éducation. Les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire les relations entre élèves et enseignants, les relations avec les familles, qu'on appelle les COGES, la cogestion, etc., la place des familles dans l'enseignement était privilégiée. Donc il y avait une vraie réforme pédagogique mise en place et qui produisait des effets. Et c'était de manière concomitante avec la sécurisation du territoire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette politique gouvernementale, il y avait d'abord un taux de croissance à deux chiffres qui était prévu pour 2024. Il y avait les retombées du pétrole qui devaient en plus, environ 120 000 barils par jour, qui correspond à peu près à 10 millions de dollars par jour, avoir des retombées sur le territoire pour le bien-être des populations. Ça permettait aussi d'accueillir des investisseurs extérieurs. Bref, tout le monde avait y gagné. Tout le monde, et les 2 ans de gouvernance Bazoum ont permis de faire reculer les attaques terroristes, etc. Pour vous donner à titre d'exemple, depuis 2 mois que la junte a pris les rênes du pays, il y a beaucoup plus d'attaques aux frontières, beaucoup plus d'attaques sur le territoire que pendant les 2 ans et demi de la gouvernance Bazoum. C'est pour vous dire que les raisons pour lesquelles la junte ont pris le pouvoir, les raisons qui ont pris le pouvoir ne sont pas légitimes puisqu'elle n'est pas capable, en mesure, de sécuriser le territoire qui, au moment où je vous parle, est attaqué dans le nord. Et comme vous savez, au Mali et au Burkina, il y a eu une tentative de coup d'État hier au Burkina. 40% du territoire
au Mali est occupé par les groupes armés terroristes, ces fameuses GAT, et le programme politique des terroristes, c'est d'aller jusqu'au golfe de Guinée, ce qu'avait bien compris le président Bazoum et qui avait contenu, avec l'aide des partenaires extérieurs, cette pression, tout en conservant une politique progressiste d'éducation à l'intérieur du territoire, ce qui était remarquable. Oui, merci. Effectivement, on a vu l'annonce du président français Emmanuel Macron qui disait qu'il allait retirer toutes ses troupes d'ici la fin de l'année. Euh, J'imagine que c'est une très bonne nouvelle pour les djihadistes, très mauvaise nouvelle pour non seulement le Niger, mais les pays autour, puisqu'ils sont aussi dirigés par des juntes. Donc, on croirait qu'en tant que militaires, ils seraient plus aptes, mais bien évidemment, ils ont tout un pays à gérer et apparemment, ils ne géraient pas bien leur territoire. Déjà, lorsque j'étais au Niger, à Niamey, en mars, avril, mai, juin, c'était déjà un souci pour le Niger de bien contrôler son territoire en vue des voisins qui avaient plus de mal. Donc, que peut-on attendre de cette histoire? Que pensez-vous de cette annonce d'Emmanuel Macron? Écoutez, je suis très inquiet du destin des populations, bien évidemment. Je suis très inquiet pour la paix nationale et internationale, la paix de la sous-région. Euh, les observateurs internationaux le sont aussi. Que les forces militaires françaises se retirent, nous l'avons bien compris. Remarquez que les forces militaires américaines se sont redéployées. Elles ont quitté Niamey pour aller à Agadez, où Africom, la plus grande unité militaire sur le continent africain, est basée à Niamey au Niger pour des raisons d'observation de logistique concernant la lutte antiterroriste en matière informationnelle, et qu'il y avait un dispositif, somme toute, qui était équilibré. L'armée nigérienne avait sa souveraineté et avait toujours la tutelle sur les instructeurs, les aides. Les Français, les Américains, les Européens, bref, les partenaires venaient en renfort, mais il y avait des discussions, des conseils de sécurité, et il n'y avait pas du tout de position néocoloniale. Et que les Français partent va permettre maintenant aux populations de se rendre compte que le problème du terrorisme, ce n'est pas un problème occidental ou ce n'est pas le problème des autres pays, c'est un problème aussi de capacité, de puissance militaire, de souveraineté. Et actuellement, les pays qui ont pris l'option putsch sont en grande difficulté. Le Mali est en grande difficulté. Plus de la moitié de son territoire n'est plus sous son contrôle. Au Burkina, nous avons maintenant des coups d'État. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de soi-disant l'ennemi extérieur, il reste l'ennemi intérieur. Et donc, on va avoir des gens qui vont se faire la guerre entre eux, des factions militaires qui vont vouloir le pouvoir entre eux, parce que le seul objectif, c'est le pouvoir. Il n'y a pas d'autre objectif. On ne parle pas encore de programmes éducatifs, de programmes de santé, de programmes de transport, d'équipement. Et de toute façon, la coopération extérieure, budgétaire et financière, a été arrêtée, stoppée du fait de cette irrégularité, hein, de cette anomie qui fait qu'un président légitimement élu, reconnu internationalement, pourtant issu d'une minorité, mais élu à plus de 52%, se retrouve séquestré sans pouvoir exercer son mandat qu'il tient, encore une fois, du peuple et de la Cour constitutionnelle. Oui, d'ailleurs, parlons un peu des conditions dans lesquelles le président Bazoum est actuellement pris en otage. J'ai cru comprendre la semaine dernière que les conditions de son prise en otage ont détérioré. Il a moins à manger, ou une fois par semaine seulement, électricité, eau, etc. Rare. Président Bazoum n'était président que depuis 2 ans et prisonnier maintenant depuis un peu plus de 2 mois. Et me semble être un des seuls présidents africains à ne pas avoir rapidement capitulé pour regagner une vie à l'étranger, en exil. Euh, Comme si ce qui était en jeu était au-dessus ou plus grand que lui, un petit peu comme la foi, j'imagine. Euh, que pouvez-vous nous dire par rapport à ces conditions et aussi de son courage? Écoutez, les conditions de détention sont extrêmement difficiles, vous l'avez dit. Le stress hydrique, il n'a pas beaucoup d'eau, la nourriture est très peu variée, très peu livrée, peu de produits frais, d'aliments substantiels en termes de protéines, en termes de glucides et de lipides. Enfin, c'est pas équilibré. Des coupures d'électricité énormes.
dans un environnement d'habitat architectural qui est de type occidental, donc du béton, etc., donc qui est, qui n'est pas, enfin, qui n'est pas isolé pour qu'il puisse, d'une certaine manière, se rafraîchir. Il ne peut pas sortir, donc il ne peut pas non plus faire des exercices, s'aérer, etc. De l'eau qui est donnée au compte-gouttes, hein, selon l'expression, mais qui là, pour le coup, n'est pas imagée, avec le paludisme, qui n'épargne personne dans le Niger et a fortiori la personne du président. Il est détenu dans des conditions difficiles depuis 2 mois, vous l'avez dit, donc sans lumière, sans électricité, sans mouvement, avec sa femme Khadija, qui est très courageuse aussi, qui a voulu rester avec lui, et leur fils Salem, qui, à 21 ans, voulait sortir pour continuer ses études, mais à qui on interdit de sortir aussi. Donc on a une famille séquestrée, selon le droit commun, contre tout bon sens et contre toute humanité, ce qui ne représente pas l'esprit, si vous voulez, de la civilisation nigérienne, qui est faite d'hospitalité, d'inclusion, de fraternité, et puis surtout qui est complètement insensé, parce que d'une certaine façon, le président Bazoum ne démissionnera pas. Il ne va pas démissionner maintenant à son âge. Il est tout à fait affaibli, mais il a une volonté de faire. C'est un animal politique. Il s'est battu pour son mandat, pour être président, et il se sent investi d'une mission sacrée. Il a juré sur le Coran, il a juré devant la Constitution, il est responsable du peuple nigérien, il est responsable de la paix nigérienne, il est responsable de son programme, et il ne peut pas démissionner s'il n'a pas décidé, pour des raisons souveraines, de démissionner. Ce n'est pas la force ou la violence, c'est un vrai chef d'État, et s'il démissionnait maintenant, tout ça n'aurait aucun sens, et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout, du tout, du tout son agenda de démissionner, et qu'il y a eu une erreur d'appréciation de la personne. Le président Bazoum est un personnage exceptionnel, d'une grande bonté, d'une grande intelligence, d'une grande prévoyance et d'une grande fidélité et loyauté à son mandat électif et au peuple qu'il a élu. Merci. C'est ce qui m'a semblé. De là la tristesse. Mais je suis inspirée par son courage, j'avoue. Donc, parlons un peu donc de l'homme, de professeur à président, ce qu'on constate lorsqu'on nous rencontre. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu vos anecdotes, parce que vous êtes rencontrés en tant que professeur tous deux de philosophie. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire où et quand, et peut-être nous raconter une histoire qui nous fera comprendre le personnage? Oui, nous nous connaissons depuis très longtemps. J'étais jeune professeur de philosophie et lui aussi. Nous avions été affectés dans le même lycée, le lycée d'Anne Bascoré, qui est situé à environ 700 km à l'est de Niamey. C'est un lycée d'enseignement général. Nous avions des classes de terminale de philosophie. Nous étions les deux seuls professeurs de philosophie du lycée, jeunes, commençant la carrière. Et quand j'ai été affecté, je suis rentré dans la salle des professeurs et j'ai vu un grand gaillard avec une moustache et des lunettes dans sa djellaba, en train de parler et d'être écouté par tous les autres professeurs qui étaient autour de lui, et parce qu'il était en même temps représentant syndical, etc. Et tout de suite, je suis allé vers lui, me présenter, et nous avons discuté du programme, des spécificités, de livres, d'auteurs, d'idéaux, de la philosophie, de l'enseignement, de sa formation, de la mienne, et nous n'avons pas cessé depuis de discuter de la justice, de l'État, de l'histoire, de la philosophie occidentale, orientale, arabe, africaine. Et nous sommes rentrés dans un dialogue qui n'a jamais cessé depuis la première fois où nous sommes rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Et nos étudiants étaient très heureux parce que nous avions des dialogues. Il avait un style de philosophie, j'en avais un autre. Je faisais venir des bouquins. À l'époque, j'avais un peu plus d'argent que lui. J'avais une voiture, j'avais les moyens, donc je pouvais m'investir un peu plus. Nous partions ensemble assez souvent dans sa famille. Nous partions tout l'été pendant les congés estivaux à Tesquer, dans le désert. Et nous avions des longues discussions sur l'art de vivre, sur l'amitié, sur l'avenir de l'Afrique. Et nous sommes restés fraternellement unis. Et dans sa famille, j'ai toujours été considéré comme un frère, ce que je suis, ce qu'il est pour moi. Et le président Bazoum a toujours fait preuve d'une grande humanité, d'une grande responsabilité, d'une grande dignité. Et il a toujours été très conscient de ses tâches et de ses responsabilités, en tant que prof, comme en tant que député, comme en tant que ministre, comme en tant que président. Pour moi, il Merci. n'a pas changé. C'est toujours le même homme. Ça, c'est extraordinaire et rare. Euh,
En parlant de professeurs aussi de philosophie et de tout ce dont vous aviez parlé à l'époque, et j'imagine jusqu'à aujourd'hui, euh, quelle est l'importance, parce que j'ai cru comprendre aussi que les humanités, soit les lettres, les langues, la philosophie, l'histoire, sont des composantes importantes pour euh, le cerveau de l'homme, comme l'âme et le cœur. Donc, est-ce qu'apparemment, il y aurait plus d'extrémisme lorsqu'il y a une absence de philosophie ou humanité en général, de pensée extrémiste? Donc, est-ce que vous pouvez me dire votre expérience ou nous raconter votre opinion sur l'importance de la philosophie? Écoutez, vous savez, c'est un point de vue purement observation de l'homme, ce qu'on appelle l'anthropologie, l'observation de l'homme depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Toutes les sociétés qui se sont développées se sont accompagnées de grandes philosophies, que ce soit les philosophies arabes, les philosophies chrétiennes, des philosophies gréco-romaines, médiévales, de la Renaissance, de la modernité jusqu'à aujourd'hui. Vous avez toujours à côté des chefs d'État de grands philosophes. C'est une tradition. Le prince est toujours conseillé par un philosophe, que ce soit Aristote avec Alexandre le Grand, que ce soit avant lui Platon avec Denis à Syracuse, que ce soit Machiavel à Florence, Descartes qui est mort en 1650 en Suède parce qu'il donnait des cours de philosophie à la princesse Élisabeth et qui dirigeait la Suède, que ce soit Kant avec le grand électeur. Bref, il y a toujours eu un parallélisme entre le développement de la philosophie et celui des États, à tel point que Descartes dit dans la lettre préface au principe de la philosophie de 1644 que c'est la meilleure chose pour un État que d'avoir des philosophes comme sujet. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on retrouve chez Platon, hein, que nul n'entre ici chez les géomètres dans la République, qu'on retrouve chez Condorcet aussi, chez les républicains révolutionnaires français. Condorcet était philosophe. Les mouvements des Lumières, Aufklärung en Allemagne, Enlightenment en Angleterre, le mouvement américain qui est porté par les Lumières, Jefferson, ce sont des philosophes. Benjamin Franklin, John Locke qui a donné la constitution de la Caroline du Sud, Berkeley qui a donné le nom d'une ville est un philosophe, un grand philosophe sur lequel j'ai travaillé. Bon, il y a une corrélation énorme entre le développement de la philosophie, le développement de l'esprit critique, le développement de la liberté, le développement des droits et le développement de l'observation qui permet l'essor des sciences. Donc il est évident qu'il y a, du point de vue purement neurocognitif, dans l'exercice de la philosophie, quelque chose qui permet l'éveil cognitif, donc le sens critique, l'ouverture, hein, d'avoir l'esprit ouvert, et que l'absence de philosophie, ça permet un peu moins ce qu'on appelle le décentrement, c'est-à-dire le fait de penser à la place de l'autre, le fait de penser l'autre, la différence, vous voyez, toutes ces questions qui portent sur le droit de l'enfant, le droit des femmes, le droit des peuples, le droit des minorités, ce sont des questions philosophiques par entière. Hein, les gender studies, les cultural studies, ça vient du champ philosophique. Et puis, c'est vrai que lorsque on fait de la philosophie, c'est pour ça qu'il y a une chaire de philosophie pour enfants à l'UNESCO, et que les objectifs pour le développement durable de 2030 mettent l'exercice de la philosophie dans les écoles et les collèges et les lycées. Quand on fait de la philosophie, on apprend d'une certaine manière à se sculpter intérieurement, à se discipliner intérieurement, à retenir ses passions, à penser les choses. On développe une pensée éthique, c'est-à-dire une pensée qui est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire le plus. Voilà, on s'humanise. Donc la philosophie, elle humanise. Et l'absence de philosophie, je ne dirais pas que ça déshumanise, mais enfin, a tendance à faire oublier les questions essentielles. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que l'amour? Comment vivre dans la meilleure des sociétés, etc. Donc la philosophie, si vous voulez, à la fois une vision politique très forte, comme je vous l'ai dit plus haut, elle permet le conseil des princes, elle permet la réflexion, elle a une visée aussi pédagogique parce qu'elle développe l'ouverture d'esprit, puis il y a une vision sociale. Avec le philosophe, il va développer un certain art de vivre, un certain art de converser, comme on le fait actuellement, un certain art de réfléchir qui est inclusif, tolérant et qui est un réel plaisir. Aristote disait de toute façon, pour savoir si la philosophie est bonne ou si elle n'est pas bonne, il faut philosopher. Donc dans tous les cas, il faut philosopher. Donc, hier soir, je regardais France 24 en préparation de cette interview, puisqu'il passe tous les jours
les nouvelles sur le Niger, donc depuis 2 mois. Et en dessous, il passait une info qui disait justement qu'ils allaient instaurer l'empathie, des cours d'empathie à l'école en France. Donc, est-ce que c'est important, même en tant qu'enfant, de commencer à avoir une notion? À quel âge peut-on commencer à apprendre la philosophie? Mais je pense que ça commence dès la maternelle. Quand un enfant dit lui est mon ami, lui c'est pas mon ami, on peut lui demander c'est quoi ce que tu appelles un ami? Et puis il va vous dire c'est celui qui me donne des bonbons. Mais s'il te donne pas des bonbons et c'est pas ton ami, non, c'est pas compliqué. Donc on va le faire réfléchir sur le concept d'amitié, de filia, etc. Ça commence très tôt l'éveil de la pensée. Et plus tôt c'est, mieux c'est. J'ai enseigné la philosophie dans des facultés de droit, dans des facultés de médecine, dans des facultés de pédagogie, bien sûr dans des facultés de philosophie, bien évidemment, mais on voit bien que la philosophie, elle innerve partout et qu'elle permet d'avoir une érudition et une technicité, une logique énorme. Et en l'occurrence, l'empathie a été développée dans les écoles françaises parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'harcèlement et de violence dans les enfants, du cyberharcèlement. Internet a produit beaucoup de choses négatives entre les enfants et qui, derrière la virtualité de leur ordinateur, ne se rendent pas compte qu'il y a un être vivant. Donc la philosophie rapproche comme ça. Hein. Et en l'occurrence, elle développe un sens des valeurs important. Et donc il faut commencer très tôt. Moi, j'ai écrit un livre pour enfants qui s'appelle Socrate est amoureux. Bon, vraiment, je l'ai écrit à la demande de mon éditeur. Il a été traduit en 22 langues. Et il est encore traduit. Et donc, il y a une demande de philosophie pour enfants, il y a une demande de compréhension, parce que c'est une façon aussi d'aborder les problèmes contemporains, les problèmes de haine, les problèmes de racisme, les problèmes de religion, les problèmes de science, etc. Et la philosophie, c'est l'ouverture critique à tous les problèmes. C'est l'usage critique de la raison dans tous les domaines. Voilà, c'est ma définition, l'usage critique de la raison dans tous les domaines. Donc, il n'y a pas de tabou et elle aborde les choses avec une certaine ouverture et une certaine délicatesse, mais qui n'exclut pas la rigueur dans l'analyse. Donc tout le monde doit faire de la philosophie, c'est impératif pour s'humaniser, pour dépasser le cadre strict de ses passions personnelles et pour s'élever à la dignité d'être un citoyen du monde. Merci beaucoup. En tout cas, je pense fort à vous et à tous les Nigériens. Peut-être une dernière pensée pour les Nigériens aussi, euh, qui m'ont semblé être des gens extrêmement hospitaliers. J'allais souvent au marché le week-end quand j'avais quelques heures sans travail pour aller m'acheter des fruits. Et puis, juste, j'ai été extrêmement bien accueillie. J'ai été invitée chez un monsieur nigérien avec sa femme, ses enfants, ses amis pour Tabaski. Et c'était peut-être la première fois que j'avais été invitée à une fête aussi importante pour les Nigériens. Euh, une pensée pour eux, que, que leur demander ou que leur dire, Alors professeur. vous avez raison d'aller sur les marchés parce que les fruits sont délicieux. Les mangues du Niger sont les meilleures que j'ai mangées. Les dattes y sont merveilleuses. La viande y est remarquable. Le lait de chamel est délicieux. Les produits ne sont pas, alors pour ceux qui aiment l'écologie, les produits ne sont pas encore touchés par les antibiotiques et la vaccination artificielle à tout prix. Et on a des produits de frais avec un savoir-faire de population nomade et agricole remarquable. Le sésame, par exemple, est très exploité du côté de Maradi et de Zinder, et les Américains l'apprécient beaucoup, mais aussi bien le soja, le mil, etc. Le Nigérien est un être pacifique. Il est marqué par une certaine forme de sagesse qui vient de l'histoire et qui vient des mariages entre communautés. Il n'y a pas de haine ethnique au Niger. On a des Touaregs qui sont mariés avec des Armas, qui sont mariés avec des Hausa, qui sont mariés avec des Toubou, qui sont mariés avec des Kanouris. Et le président du Niger, Mohamed Bazoum, est issu d'une minorité la plus minoritaire du Niger, 0,5%. Et il a été élu confortablement à 52% des voix, et il est aimé dans toutes les régions. Le Nigérien est pacifique. Le pays est magnifique. Il y a les plus beaux déserts du monde. Il y a un fleuve majestueux que Ibn Battuta pensait être le Nil, tellement il était majestueux, qui monte comme ça dans le désert mystérieusement et qui redescend. Les peuples sont beaux. Les gens sont accueillants, sont ouverts, sont pas agressifs du tout. Il serait dommage que cette belle harmonie, que cette intelligence et ces langues magnifiques soient réduites de manière triste
à la haine et au conflit du fait de l'impuissance de quelques personnes ayant trop pensé à leur intérêt privé au détriment du bien public et de l'intérêt collectif. Donc, je souhaite vraiment que le Niger trouve l'harmonie qui le caractérise, qu'il revienne dans un ordre républicain où l'essor économique et social se fasse et où la joie de vivre ensemble, le bonheur de vivre ensemble, la fraternité qui caractérise le Niger soit estimée à sa plus juste valeur dans un climat social, dans un climat des affaires, dans un climat de vie qui soit le plus positif pour tout le monde, aussi bien pour les Nigériens que pour les non-Nigériens. Merci beaucoup, professeur Mokadem. À très bientôt. Je vous remercie.